Aujourd'hui, on a une présentation qui risque et qui sera, j'en suis certain, super intéressante avec Pierre-Alexandre Fournier. Donc, Pierre-Alexandre Fournier est cofondateur et PDG de Hexoskin, pionnier des vêtements médicaux intelligents et des biomarqueurs numériques. Ingénieur et entrepreneur avec plus de 15 ans d'expérience en santé numérique, il a dirigé des collaborations avec la NASA, des entreprises pharmaceutiques et des institutions de recherche de renommée mondiale, telles que Harvard, Mayo Clinic, McGill, Columbia et Yale. Reconnu comme un leader d'opinion dans le domaine de la santé connectée, il possède une expertise approfondie dans la mise à l'échelle d'appareils médicaux réglementés, de la recherche et développement jusqu'aux marchés mondiaux. Donc, sans plus tarder, Pierre-Alexandre, je vous laisse la parole et ça me fait énormément plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'introduction et puis merci pour l'invitation. Je vais partager mes diapositives. Euh, ça va bien, non? Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, OK, ça marche. Je pense que je ne pourrais pas voir tout le monde pendant que je parle, mais je vais mettre en plein écran. Bon, OK. Donc, merci pour l'invitation. Je m'appelle Pierre-Alexandre Fournier. Je suis président cofondateur chez Exoskin. L'entreprise est basée à Montréal, mais on a des collaborations avec des centres de recherche un peu partout au Canada, puis un peu partout dans le monde aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais commencer par parler du contexte, la motivation qui a mené au développement des capteurs portables Exoskin et les vêtements que vous voyez à gauche sur l'écran. Euh, et puis, dans le contexte démographique, le contexte informationnel aussi en santé. Ensuite, je vais parler un peu des capteurs qu'on a développés, plus spécifiquement des aspects techniques, puis comment ça se compare aux solutions actuelles. Puis ensuite, je vais parler de certains biomarqueurs numériques qu'on développe, qui utilisent les données électrocardiogrammes, données pulmonaires, puis les données d'activité qu'on collecte dans les vêtements pour différents domaines, pour différentes populations de patients. Et puis, je vais parler de plusieurs exemples de projets qu'on a en ce moment. J'espère que... Pierre-Alexandre, juste avant que tu Oui, continues, je ne sais pas si nous, on ne le voit pas en plein écran. On voit tes slides sur le côté avec une slide au milieu. Donc, je ne sais pas de ton côté à toi OK. si. Moi, je voyais en plein écran. Euh, mais c'est pas grave si vous voyez les slides sur le côté OK, aussi. parfait, Je vais juste le parfait. faire comme ça, là. Je vous laisse Puis, continuer. j'ai pas besoin de punch ou dans mes slides. Ça va aller. Donc, pour commencer par le contexte, bon, nous, on a commencé le projet il y a plus de 15 ans. Puis, la constatation qu'on avait, c'est il y a des changements démographiques qui allaient survenir. Puis ça, c'était une certitude. Puis là, vous m'excuserez, dans la présentation, j'ai des chiffres qui sont surtout des chiffres américains. Mais pour le Canada, on peut diviser par 10. C'est un peu la même chose quand on regarde les nombres absolus, puis la proportion se ressemble. Puis au Canada, bien évidemment, ça varie d'une province à l'autre. Moi, je connais plutôt bien les chiffres au Québec, puis les changements démographiques au Québec sont assez extrêmes, même à l'échelle de l'Amérique du Nord. Mais ce qu'on voit dans la graphique que vous voyez, bon, c'est des chiffres que là, vous connaissez, là. La proportion des gens dans la population en haut de 65 ans augmente très rapidement en ce moment. La ligne rouge que j'ai mise, c'est aujourd'hui. Euh, Puis on parle souvent des 65 ans et plus, mais en termes de soins de santé, les besoins croissent avec l'âge passé 65 ans. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui avaient 65 ans relativement en santé. Euh, mais ici, ce qu'on voit, c'est que c'est la cohorte des 75 ans et plus qui va augmenter encore plus rapidement que la cohorte des 65 à 74 ans. Et puis, en termes de coûts, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça, c'est des chiffres qui viennent de la Fondation Kaiser, de la famille Kaiser, c'est qu'entre 65 et 80 ans, on double euh, le coût moyen de budget dont on a besoin pour prendre soin d'un patient. Alors vraiment, moi, ce que je surveille plus, c'est pas seulement les gens qui avaient 65 ans, mais les gens qui arrivent à 75 ans. Parce que passé 75 ans, bon, la majorité des gens là, utilisent des soins de santé de manière régulière. Le problème avec ces changements démographiques-là, c'est que
On n'aura pas plus, on va avoir 2 fois plus de patients, mais on n'aura pas 2 fois plus de médecins, 2 fois plus d'infirmières. Il faut trouver des moyens d'être efficace. Une chose qu'on s'est dit, nous, c'est qu'idéalement, on arrive à décentraliser l'information dans la population, dans le système de santé, pour que l'information de santé soit plus proche du patient, soit plus proche de la famille du patient, des donneurs de soins. Euh, puis, en faisant ça, l'hypothèse qu'on a, c'est que ça va réduire l'utilisation des soins de santé hospitaliers, qui sont des soins de santé qui coûtent cher, pour lesquels on a besoin de professionnels qu'on n'a pas. Et puis, qui sont des soins qui sont prodigués quand les patients sont déjà disons, dans un état de santé beaucoup moins bon. Alors, on veut garder les patients à la maison. Les patients veulent rester à la maison. En fait, tout le monde veut que ça arrive. Mais comment on fait ça? On s'est dit, il faudrait inventer des choses qui permettent aux patients puis aux gens autour d'eux d'avoir de l'information sur leur santé à l'endroit où ils sont puis au moment où ils en ont besoin, le plus possible. Puis si on fait ça, ça va euh, permettre aux patients et à leur famille de mieux prévenir les épisodes aigus de santé. Puis ça va permettre aussi aux patients d'avoir des diagnostics plus rapidement, donc d'avoir accès à des soins de santé plus rapidement. Donc, il y a pas, on ne traite pas des patients qui n'ont pas reçu de diagnostic. Alors, c'est très, très important. Puis c'est là-dessus qu'on se concentre chez Exoskin. Donc, les applications cliniques où on a une question clinique, qui est une question pour poser un diagnostic, par exemple, ou une question de recherche. Et puis, nous, on a des outils pour collecter des données physiologiques chez le patient ou chez le participant à un projet pour répondre à cette question-là, à la question de recherche ou à la question de diagnostic. Puis en particulier, on pensait d'abord, bon, encore là, c'est des chiffres américains, aux presque 1 million de personnes qui sont admises à l'hôpital pour une crise cardiaque chaque année. Donc, c'est presque 1 million de personnes en Amérique du Nord. Et puis aussi, ce qu'on oublie, ce que les gens oublient souvent, je pense que ça a moins de couverture, de presse. En fait, mon expérience, c'est que les gens sont moins sensibilisés à ça. C'est qu'il y a presque autant de patients qui sont admis à l'hôpital pour une exacerbation pulmonaire qu'une attaque cardiaque. Et puis, ces exacerbations pulmonaires-là, par exemple, chez les gens qui ont de l'insuffisance pulmonaire, COPD, ça mène à une hospitalisation qui est au moins 2 fois plus longue en moyenne que l'hospitalisation pour une crise cardiaque. Donc, les chiffres que j'ai aux États-Unis, c'est 4,5 jours à l'hôpital pour une crise cardiaque, 11 jours à l'hôpital pour une exacerbation pulmonaire pour un patient qui souffre d'insuffisance pulmonaire. Là, nous, bon, moi, nous, quand on a parti le projet, on pensait surtout développer du logiciel. On pensait, en fait, on était un peu trop tôt, je dirais. On pensait déjà en 2006-2008 d'appliquer l'intelligence artificielle aux données de santé pour accroître l'information puis accélérer les diagnostics. On s'est rendu compte que, bon, d'un côté, les appareils pour la mesure ambulatoire électrocardiogramme, dans l'exemple qu'on a sur l'écran, n'étaient pas adaptés pour le monitoring à long terme. Donc, le patient ici à gauche a un moniteur Holter ECG. Et puis, vous voyez la quantité de tape qu'on a mis sur le patient pour faire tenir les câbles et les électrodes, puisque ces choses-là tombent tout le temps. Si le patient sue, si le patient bouge trop. Puis ça, c'est seulement un test de 24 heures. Alors, notre expérience avec les patients, c'est qu'ils vont tolérer ça une journée, une semaine. Mais s'ils n'ont pas de diagnostic, puis on leur dit de refaire le test, il y en a beaucoup qui vont hésiter. Puis ça fait qu'on échappe beaucoup de patients. Euh, à droite, il y a un format qui est plus intéressant, je pense, pour le patient. Il y a plusieurs compagnies qui offrent ce genre de produit-là aujourd'hui avec un canal ECG ou 2 canaux ECG dans cet exemple-ci. Mais c'est quand même basé sur les adhésifs. On dit quand même aux patients, vous ne devriez pas prendre votre douche pendant la durée du test. Vous ne devriez pas faire d'activité physique durant la durée du test. La sueur peut détacher les électrodes. Donc, c'est pas, on a vu une opportunité d'améliorer la manière dont on capture le signal électrocardiogramme dans ce cas-ci. Puis on voulait aller plus loin que ça. Donc, on a regardé aussi
la fonction pulmonaire. En fait, on voit le cœur et les poumons comme étant un seul et même système, en fait. Le cœur et les poumons collaborent pour amener l'oxygène au tissu, euh, puis ramener le gaz carbonique vers les poumons. Là, je simplifie, là. Mais c'est pas des organes séparés, même si on les regarde en médecine occidentale souvent comme des systèmes séparés, puis on a la cardiologie d'un côté, puis la pulmonologie d'un autre côté. En fait, c'est un et même système. Alors, on cherchait à développer quelque chose qui allait être capable de remplacer les Holter ECG, mais aussi quelque chose qui pourrait complémenter des appareils comme les spiromètres pour mieux comprendre ce qui se passe avec la fonction pulmonaire des patients, comment ils respirent le jour, la nuit, quand ils vaquent à leurs activités quotidiennes. Alors, ce qu'on a fait, après beaucoup d'itérations de design, on est arrivé avec euh, des idées sur ce que devrait avoir l'air un appareil médical pour surveiller les signes vitaux d'un individu. Il y a deux principes de design sur lesquels on a insisté beaucoup dans la conception de nos produits. C'est que on veut que le produit soit le plus passif possible du point de vue du patient. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le patient ait besoin de faire de la saisie de données, de peser sur des boutons, de regarder un écran. Idéalement, c'est un objet dans la vie du patient qui passe inaperçu, qui est passif du point de vue du patient, qui est le plus invisible possible aussi. Alors, le patient à gauche, ici, qui se promène avec son appareil puis ses câbles, il est pas vraiment invisible. Puis probablement que les gens qui vont le voir porter l'appareil vont poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Bon, pourquoi tu passes un test diagnostic? Tandis que le vêtement Exoskin qu'on a développé, ça se porte sous les autres vêtements. Et puis, tout est intégré dans le vêtement, sa doublure, dans le textile. Il n'y a pas d'adhésif sur la peau, donc il n'y a pas d'irritation. C'est un vêtement qui se porte puis qui ne tombera pas, contrairement à une électrode qui est collée sur laquelle il y a un câble qui tire par gravité tout le temps. Euh, et puis c'est quelque chose de confortable là, que quelqu'un peut porter tous les jours, pendant des semaines, voire des mois, sans problème. Puis on a de l'expérience là-dedans, comme je disais plus tôt. Qu'est-ce que le vêtement fait? Le vêtement Exoskin, on a des modèles qui mesurent un ou trois canaux ECG. On a aussi dans le vêtement quelque chose qui est assez unique. C'est-à-dire qu'on a deux capteurs de respiration. Là, on ne le voit pas bien sur l'image, mais on a un capteur qui fait le tour de la poitrine, qui mesure la respiration thoracique. Puis on a un capteur qui fait le tour de l'abdomen ici, puis qui mesure la respiration abdominale. C'est le même genre de capteur par plethysmographie par inductance qu'on utilise dans les systèmes de polysomnographie pour pour la détection d'apnée du sommeil, par exemple. Nous, on les a intégrés, ces capteurs-là, dans le vêtement, avec un petit appareil qui se place dans une poche sur le côté. Le petit appareil noir ici qui enregistre les données. Et puis qui contient aussi un accéléromètre. Alors, c'est comme quand on regarde ce vêtement-là, c'est un moniteur ECG, comme un moniteur Holter, mais c'est aussi un Holter pour les poumons. Puis ça n'existait pas avant qu'on lance le produit. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'on fait qui est un travail de pionnier, ce qui est pas facile. C'est-à-dire que euh, souvent les médecins ou les chercheurs avec lesquels on travaille qui utilisent Exoskin pour mesurer la respiration, ben, dans leur spécialité, c'est la première fois qu'on collecte ce genre de données-là sur ces patients-là. Donc, on enregistre les patterns respiratoires avec beaucoup de précision en haute résolution, 24 heures sur 24. Et puis, on bâtit les premières bases de données de ce genre de données respiratoires-là, euh, qui n'est pas seulement des données de polysomnographie. Donc, c'est des données qui peuvent être en mouvement. Ça peut être au travail, à la maison, dans les loisirs, durant l'activité physique. Alors, il y a beaucoup de caractérisation à faire avec ces capteurs-là pour différentes catégories de patients, puis je vais en parler plus tard. Puis, je pense que dans beaucoup de cas, juste monter la première base de données puis publier
dans un article de quoi ont l'air les patterns respiratoires chez un patient de telle catégorie, qui a telle condition médicale. Moi, je pense que ça fait avancer la science, ça nous permet de mieux comprendre ce que ces patients-là vivent, puis ça ouvre la porte au développement de nouveaux tests diagnostiques euh, avec les données de respiration. Pas seulement pour les maladies respiratoires, comme j'en parlais plus tard, aussi pour les maladies neurologiques, entre autres, puis toutes les autres maladies qui ont un effet sur la fonction respiratoire de l'individu. Je vais revenir brièvement sur l'importance de ce qu'on fait du côté électrocardiogramme. Euh, Ici, j'ai emprunté un tableau au Blue Cross Blue Shield Association aux États-Unis, qui parle des différentes options aujourd'hui pour monitorer l'ECG chez les patients. Donc, il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui ont déjà utilisé ces produits-là, soit un Holter qui est typiquement 24 heures, une patch ECG, des Loop Recorder, Event Recorder, qui sont pas des moniteurs qui enregistrent toute l'information, mais qui vont enregistrer des événements quand un algorithme sur l'appareil va penser qu'il a trouvé une arythmie, par exemple. Puis ensuite, la télémétrie mobile. Ce qui manque ici, en fait, je l'ai ici, c'est les moniteurs cardiaques implantables qui sont de plus en plus fréquents aux États-Unis. Donc, quand un patient a des syncopes ou des troubles graves, puis on n'arrive pas à trouver, euh, à comprendre les arythmies avec les autres moniteurs, il y a des produits qui existent qui s'insèrent entre deux côtes. Et puis, c'est une chirurgie mineure pour mettre l'implant. Ça peut se faire dans le bureau d'un médecin. Et puis, ça permet de monitorer jusqu'à 3 ans le rythme cardiaque. Encore là, c'est un enregistreur. Les implantables enregistrent les événements. Ils enregistrent pas 24 heures sur 24. C'est c'est- c'est quand même une chirurgie juste pour un test diagnostic. Alors, c'est très invasif. Et puis, ça coûte très cher. Là. On parle d'au moins 10 000 pour l'implant, puis la chirurgie. Donc, ce qu'on voit ici, j'ai encadré en rouge des problèmes. Bon, les électrodes se détachent. Il y a des problèmes cutanés dus à l'usage d'adhésifs. Euh, donc, les électrodes Holter, en général, sont faites pour 24 heures. Alors, quand on utilise des moniteurs Holter pour faire du 30 jours, on demande aux patients de changer les électrodes pratiquement tous les jours. C'est pas très agréable pour un patient de détacher les électrodes, les remettre le tape sur les câbles. Pour les patchs qui durent jusqu'à 7 à 14 jours, pour qu'une électrode colle pendant 14 jours au lieu de 24 heures, vous comprendrez que la chimie de la colle n'est pas la même. Puis j'ai parlé avec beaucoup de chimistes de différentes compagnies comme 3M, Avery, Gore, qui travaillent sur ces choses-là. Et puis, oui, malheureusement, quand on fait de la colle pour 7 jours, 14 jours, ça va augmenter le risque de problèmes cutanés. Puis, quand on parle de patients qui ont passé 75 ans, comme je parlais au début de la présentation, bon, les patients plus âgés, des fois, ont une peau plus fragile. Et puis, on a vu des cas où les électrodes carrément partaient avec une partie de la peau, puis ça pouvait créer une plaie chez le patient qui est difficile à guérir là, quand le patient est âgé, puis vient avec un paquet d'autres problèmes cardiaques aussi, un paquet d'autres problèmes de santé comme le diabète, par exemple. Euh, avec Exoskin, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait toujours de l'enregistrement 24 heures en continu. Donc, on ne fait pas d'événements, on fait pas de. C'est pas un loop recorder ou un event recorder. On enregistre tout. On a accès à jusqu'à 3 canaux. Il y a beaucoup de patchs qui ont accès à seulement un canal. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on vient combler disons, un gouffre là, en termes de moniteur. C'est-à-dire qu'on vient prendre le patient là où les capteurs adhésifs vont commencer à échouer. Donc, passer 2 semaines, les patients ne sont pas intéressés à porter ces capteurs-là. Puis les capteurs sont juste pas designés pour ça. Puis passer 2 semaines, le choix, c'est soit de répéter, soit aller pour un implantable qui est extrêmement coûteux.
Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut monitorer un patient entre 15 jours et 6 mois? Soit parce qu'on veut faire un test cardiaque, soit parce que on veut continuer à monitorer le patient après une hospitalisation, parce que le patient est en réadaptation cardiaque, réadaptation pulmonaire. Donc, il y a plein de scénarios. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien, il y a pas vraiment de produit qui adresse ce besoin-là en termes de monitoring en haute résolution, en continu, comme on fait avec le CG puis la fonction pulmonaire avec Exoskin. Donc, je vais revenir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions, parce que j'ai l'impression de partager beaucoup d'informations. J'ai pas beaucoup de feedback, là, je ne vois pas les participants. Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je vais continuer. Donc, les capteurs, c'est bien beau. C'est comme la partie visible d'un iceberg, parce que la plupart du système, en fait, c'est du logiciel. Les données sont enregistrées dans le petit appareil noir qui est connecté euh, au, euh, aux vêtements. Et puis, ces données-là peuvent être ensuite téléchargées soit via une app mobile sur un téléphone, soit directement avec un câble USB dans un ordinateur. Et puis, ça peut être ensuite partagé avec un dossier de patient électronique, une plateforme de recherche, etc. Euh, nous, chez Exoskin, aujourd'hui, la plupart de notre clientèle est en recherche. Euh, donc, recherche pharmaceutique, recherche académique, recherche gouvernementale. Et puis, on a développé toute une plateforme pour gérer des projets de recherche d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de définir un protocole de recherche, embarquer des participants sur la plateforme, gérer des cohortes de participants, des cohortes de patients. C'est une plateforme très flexible parce qu'on peut s'en servir à la fois pour gérer un protocole de recherche où on embarque des participants puis on collige des données pour répondre à une question de recherche ou pour un programme clinique. Donc, on pourrait, par exemple, avoir un programme de réadaptation cardiaque ou tout ce qui est soins post-acute euh, peut être codé dans la plateforme, puis on peut suivre le patient à distance au fur et à mesure que le patient accomplit ses tâches dans le programme clinique. On peut le voir sur la plateforme. Le patient a aussi accès à une app où il peut voir des données, peut répondre à des questionnaires, peut suivre son calendrier de protocole ou son calendrier de traitement, puis recevoir des messages. Donc, ça permet vraiment là, d'avoir une intégration complète d'un protocole clinique sur la même plateforme logicielle. Euh, donc, même de gérer vos équipes de travail, les calendriers, tout ce qui est euh, la participation du patient, la qualité des données, puis même l'automatisation de tout ce qui est rapport d'analyse par rapport à ce que le patient fait en termes d'activité, ce qui a été trouvé en termes d'arythmie ou de mesures là, cardiaques et pulmonaires. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent. Sinon, je vais passer sur plusieurs exemples de travaux qu'on fait sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a presque une centaine de projets en cours sur la plateforme. Nous, on a livré depuis le début au-dessus de 20 000 vêtements au Canada, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Donc, la plateforme est utilisée tous les jours là, pour tous ces projets-là. Je vais seulement parler de certains projets qui sont peut-être un peu plus près de nos activités centrales chez Exoskin. Bon, et évidemment, comme on est les seuls à avoir un certain type de capteur respiratoire pour monitorer en continu les patterns respiratoires des patients, évidemment, il y a eu beaucoup d'intérêt du côté de l'insuffisance pulmonaire. Donc, on a fait des travaux au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas principalement, avec des collaborateurs comme la Fondation COPD, COPD Foundation aux États-Unis, McGill à Montréal, IQVIA, Radboud UMC aux Pays-Bas. Puis, ce qu'on essaie de faire, je dis ce qu'on essaie de faire parce que je pense que les travaux ne sont pas terminés, même si ça fait plus que 7 ans qu'on travaille là-dessus, c'est de mieux catégoriser l'insuffisance pulmonaire en termes de pattern respiratoire. Euh, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de détecter les exacerbations pulmonaires quand elles arrivent. On le fait pour les patients en insuffisance pulmonaire, pour les patients asthmatiques aussi. Puis, idéalement, on aimerait ça être capable de prédire
le moment d'une exacerbation pulmonaire plusieurs jours à l'avance. On ne peut pas prédire nécessairement l'événement, mais prédire le risque de manière assez fiable pour qu'on puisse générer une intervention. Par exemple, appeler le patient, savoir si le patient prend ses médicaments, savoir si est-ce qu'il y a un pollueur ou un allergène dans l'environnement du patient. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour réduire le risque dans la prochaine semaine de ce patient-là? Parce qu'en ce moment, on mesure un risque élevé d'une exacerbation. C'est des travaux qui sont encore en cours. Euh, puis, une autre, encore dans la fonction pulmonaire, on a travaillé sur la détection automatique de la toux avec l'intelligence artificielle. C'est des travaux qu'on fait depuis 2018-2019. Puis comme beaucoup de projets en intelligence artificielle en santé, je pense que le défi principal, c'est de collecter un corpus de données de référence pour entraîner un modèle. Puis c'est ça qui coûte cher. En fait, moi, mon background à l'origine étant en intelligence artificielle, j'ai étudié à l'École polytechnique puis à l'Université de Montréal. J'ai fait des études graduées en machine learning puis intelligence artificielle en 2003, 2004, 2005. Euh, et puis, c'est toujours ça, en fait. La partie AI, bon, c'est des mathématiques, ça semble un peu magique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des excellentes librairies logicielles disponibles, open source, gratuites, qu'on peut prendre pour entraîner des modèles. Le goulot d'étranglement, là, le gros de la tâche, puis qui est selon moi 90% du travail quand on développe un AI clinique, c'est de collecter des données fiables. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait bien avec la plateforme Exoskin. On a développé tout ce que ça prend pour être capable de monter des corpus de données physiologiques pour n'importe quelle catégorie de patients, pour être capable ensuite, quand ces données-là contiennent de l'information utile, de développer des modèles d'intelligence artificielle pour faire le pattern matching automatiquement. Dans le fond, puis là, excusez-moi, je m'éloigne un peu de ce qu'il y a sur l'écran, mais cette idée-là d'être capable de collecter des données passivement sur les patients, de les amener à un endroit centralisé où on peut les analyser, puis les comparer à d'autres données qu'on a collectées, puis ensuite euh, faire une analyse qui mène à une intervention ou pas avec le patient pour lui donner accès aux soins. Nous, quand on voit ça, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie d'automatiser des processus cognitifs, des choses qui normalement seraient faites par une personne. Parce que le goulot d'étranglement dans le système de santé, c'est notre capacité d'avoir des professionnels qui travaillent avec les patients. Puis ce qu'on essaie de faire avec tout ce système-là de capteurs portables, puis de logiciels, d'intelligence artificielle, c'est d'automatiser une partie du travail de ces professionnels-là pour qu'ils puissent se concentrer des- sur le patient lui-même. Donc, en automatisant des tâches cognitives, on libère du temps de travail pour faire le reste des tâches qui sont importantes. Puis, on permet aussi de rendre ces services-là de diagnostic et de monitoring disponibles partout, 24 heures sur 24. euh, euh, Automatique puis à faible coût. Parce que si c'est du logiciel, ben, le coût marginal pour faire une analyse de plus, c'est minime, là. On parle de fractions de cents. Donc, c'est des modèles qui pourraient être disponibles partout dans le monde, instantanément, sur demande, puis complètement automatisés, puis à faible coût. C'est ça qu'on vise. Mais bon, pour revenir à ce qu'il y a sur la diapositive, on a développé un modèle d'intelligence artificielle pour détecter la toux à partir du vêtement Exoskin, à partir des signaux de respiratoire, de mouvement, puis cardiaque. Et puis, on a publié ça dans Computers in Biology and Medicine plus tôt cette année. Puis, à notre connaissance, c'est le premier modèle, c'est le premier système qui permet, à partir d'un capteur portable, de faire le monitoring de la toux en termes de fréquence puis d'intensité sans utiliser de microphone. Puis pourquoi est-ce que c'est important d'être capable de détecter de la toux sans microphone?
il y a plusieurs raisons pour ça. Une raison, c'est la performance, c'est-à-dire que si vous portez un capteur qui est supposé monitorer votre toux, puis quelqu'un tousse à côté de vous, ben, vous ne voulez pas que ça soit compté comme une toux. Avec le vêtement Exoskin, on sait que le signal vient de la personne qui le porte. Alors, il n'y a aucune confusion possible. S'il y a du bruit environnemental, puis on a un microphone, ben là, ça risque de masquer l'événement de toux, puis on ne l'aura pas. Nous, on n'a pas ce problème-là. Mais le plus gros problème avec les solutions basées sur des microphones, c'est la protection de la vie privée. Pas juste la vie privée du patient, mais la vie privée de toutes les personnes qui sont autour du patient. Imaginez, on met un capteur sur un patient pour monitorer combien de fois le patient tousse durant une semaine. Et puis, ça enregistre toutes les conversations à la maison, toutes les conversations au travail. Euh, Puis, c'est un problème pour la vie privée. Puis, c'est du côté de la recherche, puisqu'on travaille beaucoup en recherche, comme je disais, c'est un problème au niveau éthique, dans le sens que s'il y a eu un enregistrement audio d'une conversation qui, par exemple, admettrait une activité criminelle, ben, le comité éthique va dire aux chercheurs que, il doit reporter l'information à la police. Et puis, ça semble théorique comme événement, mais je le connais. Je connais quelqu'un qui était responsable d'un site dans une étude pharmaceutique pour la toux chronique, à qui c'est arrivé. Puis si vous avez déjà géré des sites cliniques pour des études cliniques, vous savez à quel point c'est déjà compliqué, là, gérer les patients, gérer le personnel, s'assurer que tout était conforme au protocole. Et en plus de ça, vous avez une responsabilité de monitorer des aspects légaux puis criminels sur vos patients. Mais c'est quelque chose de plus. Enfin, nous, on est capable de le faire avec le vêtement Exoskin sans microphone. Puis dans l'article, là, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien. Je pourrais partager le lien, mais c'est sur notre site web aussi. On arrive à un taux de détection qui est, je pense, comparable ou supérieur à toutes les solutions disponibles aujourd'hui. Excusez-moi, je me suis étendu là-dessus, mais donc, c'est un projet que je trouve intéressant. Puis ça amène de l'information aussi sur ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle et les capteurs portables en général. Un autre exemple de ce qu'on fait, on est en train de compléter un projet à UHN à Toronto avec le centre de cancer de Princess Margaret pour des patients en fin de vie en cancer du poumon, donc soins palliatifs. Puis ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est la première fois qu'on enregistrait des données sur l'activité pulmonaire de patients qui ont un cancer du poumon de stade 4. C'était simplement jamais arrivé. Alors, c'est une étude, du point de vue d'Exiskin, là, c'est exploratoire. Euh, Puis, ben, avant d'être capable de faire des études plus approfondies, puis sur le développement de biomarqueurs numériques pour des maladies comme ça, ben, il faut avoir fait des premières observations. C'est la première étape de la démarche scientifique. Alors, ce projet-là nous a permis de monter une première base de données pour ces patients-là. Puis, je fais une autre parenthèse par rapport à ça, c'est que dans toute l'histoire de la science, à chaque fois qu'on a eu un nouvel instrument, ça a permis l'apparition de nouvelles théories scientifiques. Donc, que ce soit le télescope pour l'astrophysique ou le microscope pour la biologie, puis tout ce qu'on a en médecine. Bon, on n'aurait pas la théorie des germes, on n'aurait pas euh, de vaccins, on n'aurait pas un paquet de choses si on n'avait pas inventé le microscope. Puis bon, je ne veux pas comparer Exoskin à l'invention du microscope, là, je pense que ça serait très prétentieux. Mais de manière plus modeste, je pense qu'on a dans les mains un nouvel instrument. Puis ça permet de mesurer la physiologie des gens d'une manière dont on avait jamais eu auparavant. Puis je pense que dans plein de catégories de maladies, ça va permettre des nouvelles théories sur qu'est-ce qui se passe avec la maladie, la maladie progresse, comment on peut la traiter, c'est quoi l'impact sur la qualité de vie du patient, etc. Alors, c'est de la nouvelle information. Là, au-delà des poumons, c'est quelque chose que j'aurais dû voir venir dès le début quand on a développé le produit.
parce qu'on travaillait avec des gens en psychiatrie aussi. Mais on n'avait pas mesuré l'impact, je pense, à quel point il y avait un lien entre le système nerveux et la respiration. Là, je vais parler de plusieurs exemples qui en parlent. On a un projet en ce moment avec le CHUM à Montréal où des patients épileptiques viennent à l'hôpital pour une période de 2 semaines. Donc, puis c'est des gens qui ont des crises épileptiques fréquentes. Alors, pendant les 2 semaines à l'hôpital, ils sont monitorés avec plusieurs instruments, dont des vêtements exoskin. Et puis, l'équipe au CHUM a enregistré des centaines de crises épileptiques dans cet environnement très contrôlé, ce qui a permis de construire une base de données avec laquelle on développe des modèles d'intelligence artificielle en ce moment pour essayer de détecter automatiquement différents types de crises d'épilepsie, mais aussi, comme pour l'insuffisance pulmonaire, on essaie de mesurer le niveau de risque du patient pour les prochaines 24 heures en termes de probabilité de crise d'épilepsie. Puis il y a des résultats préliminaires qui ont été publiés déjà. Je pense qu'il y a déjà 5 papiers qui ont sorti de cette recherche-là, mais c'est encore en cours, donc c'est un projet à long terme qui est soutenu par la fondation du CHU, mais aussi des IRSC, puis l'Université de Montréal, puis d'autres partenaires. Maintenant, une autre chose qu'on a développée au travers des années, puis que je trouve vraiment fascinante, c'est on a développé des tailles plus petites pour les enfants, pour la recherche pédiatrique. Et puis, au début, on a fait ça parce qu'on pensait juste que c'était la bonne chose à faire. Je pense qu'on n'avait pas fait tant d'analyses que ça. Puis c'est après qu'on a compris que, dans le fond, des appareils pour mesurer la physiologie des enfants sur le marché, il n'y en a presque pas. C'est très rare. Puis la raison, c'est que la pédiatrie, du point de vue de l'industrie des appareils médicaux, c'est un marché très, très niché. Il n'y a pas beaucoup de patients. Heureusement, en général, les enfants sont en santé, contrairement aux gens de 85 ans. Alors, ça, c'est une bonne chose, mais ce pas tous les enfants qui sont en santé. Puis, vu que c'est un petit marché, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont développées pour eux. Donc, nous, avec nos petits vêtements, on s'est retrouvés à rentrer en contact avec un paquet d'organisations qui font de la recherche pédiatrique, dont la Rett Syndrome, le Rett Syndrome Research Trust. Puis, on a, avec eux, bâti la plus grosse base de données physiologique d'enfants avec le syndrome de Rett au monde. C'est pas une énorme base de données. On n'a pas des milliers de patients dans la base de données parce qu'il y a à peu près, j'ai pas le chiffre exact, mais autour de 5000 patients en Amérique du Nord qui ont cette condition-là. C'est tout. Mais on a dans la base de données une cinquantaine de patients. Puis on a aussi des cohortes d'enfants en santé. Ça nous a permis, c'est des résultats qui ont été présentés il y a 2 mois pour la première fois à Boston, d'identifier une série de biomarqueurs numériques en termes d'activité motrice, en termes d'activité respiratoire, d'activité cardiaque, qui permettent vraiment de distinguer un patient avec le syndrome de Rett d'un patient en santé. Et pourquoi c'est important, ça? C'est que cette maladie-là, euh, en ce moment, il y a des travaux pour la guérir avec des thérapies génétiques. On connaît très bien les gènes qui sont affectés. Avec la technologie CRISPR, on a un moyen d'aller corriger ces gènes-là dans le système nerveux des patients, puisque c'est juste les neurones qui sont affectés. Puis on a démontré que c'était possible de guérir des souris avec le syndrome de Rett avec la technologie CRISPR. Donc, on a des souris. Donc, cette maladie-là fait que l'enfant qui se développe normalement jusqu'à 2, 3 ans commence à perdre ses facultés motrices, perd le langage et puis finit en gros non-verbal dans une chaise roulante, là. C'est une maladie très terrible là, pour la famille aussi qui obtient souvent pas un diagnostic à temps ou qui se fait dire que son enfant est autiste alors que c'est une maladie génétique neurodégénératrice. Euh, mais donc, aujourd'hui, quand on fait des études cliniques sur les thérapies géniques pour cette maladie-là, les clinical endpoints, ce qu'on mesure, dans le fond, pour voir si la thérapie marche, c'est des facultés motrices, par exemple,
ma fille est capable de tenir une fourchette à nouveau dans sa main. Mais le problème avec ça, c'est que le patient qui récupère ses facultés motrices, ben, c'est un processus qui peut durer 12 ou 18 mois après le traitement, puis c'est des longues périodes de temps. Tandis que l'effet sur le système nerveux est pratiquement immédiat quand la thérapie fonctionne. Donc, nous, les biomarqueurs qu'on a développés avec la fondation RED vont permettre, on l'espère, de voir si une thérapie génétique fonctionne à l'intérieur de semaines au lieu d'attendre 1 an et demi pour voir les résultats de la thérapie. Puis ce qu'on espère, c'est que ça va accélérer la recherche sur cette maladie-là. Puis ça va accélérer aussi l'accès aux thérapies pour ces enfants-là puis leurs familles. Donc, le syndrome de Rett, je dirais que c'est une des premières opportunités qu'on a eues en maladie rare. On est en train de développer d'autres opportunités de ce côté-là, avec le Lurie à Chicago, entre autres, pour le syndrome d'hypoventilation centrale, le syndrome de Green aussi, avec des partenaires au Canada puis aux Pays-Bas. Et puis, voyons, le syndrome de la fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, qui est un projet qu'on fait avec plusieurs organisations au Canada, puis bientôt aux États-Unis. Bon, cette dernière, c'est une maladie rare, dans le sens que c'est une maladie orpheline, mais c'est pas une maladie très rare, là. On parle de plus qu'1 million de patients en Amérique du Nord qui souffrent du syndrome de la fatigue chronique, puis qui n'ont pas accès à un diagnostic clair aujourd'hui, puis qui n'ont pas accès euh, à des thérapies non plus. Donc, comme je dis, on a un nouvel instrument, on a toutes ces conditions médicales-là qui n'ont jamais été mesurées avec l'instrument. On voit ça comme des opportunités de développer des nouveaux biomarqueurs numériques. Je parle de biomarqueurs numériques euh, parce que ça vient d'un appareil électronique, puis c'est mesuré, puis c'est quantifié de manière numérique. Mais un biomarqueur numérique, c'est un biomarqueur. Puis je pense que dans la communauté médicale, on voit encore une différence entre une donnée qui vient d'un appareil wearable, un appareil portable, puis une donnée qui viendrait, par exemple, d'un test sanguin, euh, puis ou d'une échographie ou euh, d'un IRM, par exemple. Mais à la fin, des données médicales, c'est des données médicales, puis les biomarqueurs numériques, c'est des biomarqueurs. Alors, si le biomarqueur qui nous permet de poser le diagnostic, il est facile d'accès, il est non invasif, il coûte pas cher, il coûte moins cher, il est plus rapide qu'un test sanguin, etc. Ben, c'est bon, c'est positif. Puis on devrait le voir avec la valeur que ça a, dans le fond. Si c'est rapide, non invasif, pas cher, ben, c'est quelque chose qui est positif. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, parce que les wearables sont devenus populaires à cause d'objets de consommation, puis pas à cause d'objets cliniques à la base, Fitbit, Apple Watch, tout ça, par exemple, euh, il y a une conception que c'est pas des choses aussi valides qu'un test de laboratoire, par exemple. Mais nous, ce qu'on est en train de voir, puis ce qui est en train d'être publié dans la littérature, c'est que des capteurs wearable de niveau clinique euh, permettent de donner une valeur clinique importante à un paquet de catégories de patients. Puis je pense que ça change. Puis une chose des fois qu'on oublie, c'est que la catégorie, la plus grande catégorie aujourd'hui de wearables médicaux, ce sont les CGM, les moniteurs de glucose. Puis maintenant, tout le monde en porte, hein. C'est tout petit, c'est une petite patch sur le bras. Les gens ont accès à leurs données toute la journée au lieu de se piquer le doigt quelques fois par jour. La qualité de vie des diabétiques a été incroyablement augmentée. Et puis, ce que j'aime avec les CGM comme précédent aussi, c'est que ça montre qu'on peut faire confiance aux patients avec des données qui sont potentiellement, qui ont potentiellement un impact de vie ou de mort sur le patient. On fait confiance au patient de lui-même prendre la mesure de son glucose et de lui-même mesurer l'insuline qu'il va recevoir
puis recevoir le traitement. Donc, toute la boucle est fermée à l'échelle du patient avec le wearable pour mesurer le glucose et puis le traitement là, qui est l'insuline. Puis si le patient fait mal ça, ben, le patient peut tomber dans un coma diabétique puis mourir. Mais on fait confiance au patient, puis c'est une bonne chose parce qu'il y a des millions et des millions de diabétiques aujourd'hui qui ont une vie presque normale parce qu'ils ont accès à ces outils-là, à ces technologies-là chez eux. Puis, évidemment, ben, c'est des patients qui ne se retrouvent pas à l'hôpital comme avant. Donc, alors, moi, ce que je pense, c'est ce qu'on fait pour le diabète maintenant, on peut peut-être le faire pour des centaines d'autres conditions médicales. Là, je vais accélérer, là, je suis rendu à la fin, là, il va y avoir un peu de temps pour les questions. On a un autre produit qui s'appelle l'AstroSkin, qui a été fait pour la recherche. Euh, Ça s'appelle AstroSkin parce que ça a été beaucoup soutenu par l'Agence spatiale canadienne comme travail. En plus de la fonction pulmonaire, cardiaque, puis de l'accéléromètre, on est capable de mesurer aussi PPG, SpO2, donc l'oxygène dans le sang. Et puis en mesurant le battement cardiaque au niveau de l'électrocardiogramme et puis l'arrivée du flux sanguin au niveau du front avec un bandeau qu'on porte sur la tête, on est capable d'estimer la pression sanguine systolique, là, qui est une fonction linéaire là, de la vitesse du flot sanguin entre le cœur puis euh, le système vasculaire au niveau de la tête ici. Alors, ça permet de mesurer la pression sanguine en continu. Dans le fond, à chaque battement cardiaque, on a une mesure de pression systolique toute la journée avec ce produit-là. Le produit, bon, on l'a vu dans une série sur National Geographic avec Chris Hemsworth, qui s'appelle Limitless. Donc, dans la première saison, il a utilisé le produit dans un de ses, de ses stunts qu'il a exécuté durant la saison en Australie. Et puis, c'est aussi un appareil qu'on utilise dans sa station spatiale pour soutenir. On avait 4 projets de recherche clinique en microgravité qui sont soutenus par le système AstroSkin. Il y en a un qui a complété, il y en a un autre qui va commencer, on va l'annoncer bientôt. On vient de renouveler le contrat jusqu'en 2030 pour soutenir la recherche médicale dans l'espace. Donc, il y a au moins 5 universités canadiennes qui sont impliquées dans ces travaux de recherche-là, qui collectent des données, encore là, des données originales sur des astronautes, qui vont permettre de mieux comprendre la physiologie en microgravité, et puis de faire un lien aussi avec le vieillissement, parce que les séjours en microgravité, l'effet sur la physiologie, c'est analogue à un vieillissement accéléré. Donc, en 6 mois, malgré un paquet de mesures pour minimiser les effets, les astronautes peuvent perdre 10-20 de leur masse osseuse, masse musculaire, donc en seulement 6 mois, ce qui prendrait plusieurs années là, sur la Terre. On étudie ça. Ensuite, ça, c'est une carte que je devrais mettre à jour qui montre qu'on a des usagers un peu partout dans le monde. Donc, chaque point bleu, c'est un usager Exoskin qui a utilisé la fonction GPS dans l'app. Alors, on n'a pas tous les usagers, mais ça montre un peu la cartographie de qui utilise nos produits, comme je disais, principalement pour la recherche aujourd'hui. Si ça vous intéresse comme domaine, la recherche dans le développement des nouveaux appareils médicaux puis des biomarqueurs numériques, ben, c'est un domaine en pleine croissance. En termes d'industrie, on prévoit une croissance de 20-25 par année pour les 10 prochaines années. Puis ça montre à quel point il y a de la valeur et de l'intérêt là-dedans. À cause des changements démographiques, comme je disais auparavant, mais aussi juste par la valeur intrinsèque que cette information-là a pour améliorer le soin aux patients. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez de la présentation, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils pour mesurer les patients, puis rester en contact avec ces patients-là, pour améliorer leur accès aux soins, puis aussi leur donner plus de contrôle eux-mêmes sur leur vie. En fait, moi, je pense que plus le patient est éduqué, plus le patient est en santé, plus le patient a les moyens de, de- de se prendre en charge, soit lui-même, soit avec son entourage, plus, euh, plus le patient va rester en santé, puis plus l'effet qu'on va avoir sur ces patients-là va être positif.
Et puis ensuite, l'autre chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous, on collabore avec des centaines de centres de recherche partout dans le monde. Donc, on a une équipe qui vient soutenir les chercheurs pour définir les protocoles cliniques, puis pour aider la recherche durant la recherche, jusqu'à l'analyse, jusqu'à la publication des résultats. Nous, on est une petite entreprise, on n'a pas des fonds comme une compagnie pharmaceutique pour financer ces projets-là, mais on peut aider les groupes de recherche à aller chercher des fonds, du financement. Puis, on voit ça comme une manière de faire de la recherche collaborative, comment on appelle ça, de la collaboration ouverte entre les différents groupes de recherche. Puis quand on parle de la santé humaine, moi, je pense qu'il n'y a rien qui devrait être une boîte noire. Les choses devraient être transparentes. On ne devrait pas avoir besoin de faire confiance au système. On devrait être capable de comprendre les systèmes. Et c'est pour ça qu'on a toujours bâti Exoskin comme une plateforme ouverte pour que les chercheurs qui font de la recherche avec nos outils aient accès à absolument tout ce qui est enregistré avec les capteurs, toutes les données brutes sont disponibles. Tout ce qu'on a besoin pour publier des résultats scientifiques est disponible complètement aux chercheurs tout le temps. Alors, c'est ça. Il reste une dizaine de minutes pour les questions. Excellent, Pierre-Alexandre, merci beaucoup, super intéressant. J'ai pris plein de notes, puis j'ai plein de questions, mais je vais laisser les gens. On a un peu de temps pour les questions, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Pierre-Alexandre concernant le produit, la compagnie, etc. Pendant peut-être. Ah oui, Micheline. Oui, bonjour. Moi, je suis Micheline Boucher, je suis médecin de famille, puis je travaille avec Saïd au centre de formation, avec le programme de formation médicale. Je suis juste curieuse de savoir qu'est-ce qu'on envisage, parce que là, j'entends beaucoup le produit utilisé en projet de recherche. Donc, combien de temps qu'on pense que ça sera quelque chose qu'on pourra utiliser spécifiquement en clinique, dans le sens de moi, Oui, comme médecin de famille, ou le oui. cardiologue demande ce genre de test-là à mon patient? Par curiosité. Oui, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment, on voit encore ces outils-là comme des instruments de recherche. On est en cours d'homologation aux États-Unis avec la FDA. Puis la prochaine étape, ça va être de faire l'homologation avec Santé Canada pour que le produit soit disponible au Canada. Euh, Puis on le fait en premier aux États-Unis parce que il y a une maturité des systèmes électroniques dans les réseaux de santé aux États-Unis qui est en avance sur ce qu'on voit au Canada. Fait que c'est une décision d'affaires qu'on devrait prendre. Mais c'est sûr qu'après les États-Unis, le Canada est une priorité. Puis ce qu'on espère, c'est qu'une fois que la FDA va nous avoir donné le feu vert, Santé Canada va être capable de bouger rapidement. Dans 1 an, 2 ans, par curiosité. Ça peut être dans un an, oui. Ça peut être à la fin 2026. Je suis basculée, moi, dans les 60. Fait que j'ai hâte de voir, là. Je suis comme, encore en dessous de 65, mais je me questionne si un jour, moi, j'aurai ce genre de test-là, si jamais j'ai besoin. Oui. Euh, Ben, Merci. c'est l'objectif. Tu sais, on le fait, comme je dis, on est une petite entreprise, on le fait à la mesure de nos moyens, là, un pied devant l'autre. Euh, Non, c'est Moi, super. depuis 15 ans, j'ai vu beaucoup d'entreprises essayer de faire des choses dans le domaine, puis disparaître. Puis souvent, la raison principale pourquoi les entreprises ferment, c'est un manque de financement. Oui. C'est difficile à financer comme projet. Mhm. Euh, euh, non, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir du financement dans le milieu de la recherche, mais du côté de l'industrie non plus, c'est pas facile d'avoir du financement. Fait on a été chanceux, entre autres, d'avoir l'appui de l'Agence spatiale canadienne dans notre programme de développement. Je pense que leur appui a été vraiment majeur. Euh, puis je pense que c'est normal aussi de- d'avoir le gouvernement comme premier client. En fait, c'est ce que je souhaiterais voir plus au Canada. C'est-à-dire, tu sais, dans toutes les provinces, je vois des gens dire on aimerait que les technologies, tu sais, voir se développer une industrie des technologies de la santé. Euh, Puis moi, ce que je leur dis, c'est vous n'avez pas besoin de donner de subventions pour que ça arrive, juste donner des contrats aux compagnies. Puis
puis les entreprises vont apparaître, c'est tout. Mais le processus d'approvisionnement n'est pas très évident en général. Puis souvent, le processus d'approvisionnement est mal adapté aux technologies numériques de la santé. Donc, c'est pas la même chose commander un appareil qui va générer des données, qui doit se connecter au dossier de patient informatique, que de commander des gants ou des jaquettes d'hôpital, hein, ou Ouais, même un lit d'hôpital. ouais, tout à C'est fait. c'est- c'est différent. Il y a une question de service, d'intégration, de formation qui est différente. Merci beaucoup, puis bravo pour vos travaux. Merci beaucoup. Merci, Micheline. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Pierre-Alexandre? Hmm. Moi, je n'aurais peut-être une pendant que les gens pensent à leurs questions. Pierre-Alexandre, super belle présentation, j'ai beaucoup apprécié. Je te dirais qu'initialement, moi, j'ai connu Hexoskin au travers de l'Agence spatiale canadienne avec les travaux que vous faites de ce côté-là. Mais là, c'est super intéressant de voir les travaux que vous faites dans des populations symptomatiques ou pas, mais ce que vous avez présenté aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est évidemment l'accès à ces données-là. Comme chercheur, je me dis, tu sais, être capable de mettre ce genre d'équipement sur quelqu'un pendant 10, 15, 20 jours, nous, on cherche toujours à faire quelque chose comme ça parce que, tu sais, des Fitbit ou des montres ou quelque chose, ça capte pas tout. Mais peut-être on n'est pas capable d'aller chercher de l'équipement exoskin ou de l'équipement poussé comme ça. Est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce qu'il y a un envie, un vouloir de publiciser ou de rendre accès ces banques de données-là à des chercheurs pour qu'ils puissent l'utiliser, faire des publications, faire des études plus poussées sur les données que vous recueillez? Parce que c'est quand même des données super, super riches d'avoir des données physiologiques monitorées pendant 24 heures, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe. C'est quand même une banque de données Ouais. hyper riche. Oui, ben, on aimerait que ça soit facile à faire. En ce moment, ce qu'on a fait, par exemple, avec la fondation RET, c'est euh, que, bon, leurs données, ils les avaient, fait qu'on pouvait travailler avec. Pour la cohorte de référence, la cohorte de contrôle, on a pris des données qu'on avait collectées dans plusieurs projets, mais on n'a pas partagé les données brutes. Donc, on a juste utilisé les données agrégées pour faire des comparatifs statistiques avec la cohorte de patients qui avaient la maladie directe. Donc, parce qu'on fait très attention à tout ce qui est protection de la vie privée, même si Mhm. c'est vraiment difficile de savoir ce qui s'est passé avec un patient. Je veux dire, on ne peut pas savoir son nom, où elle habite, tout ça, juste en regardant l'électrocardiogramme. Oui. Puis on ne partage pas d'informations personnelles. Euh, Même à ça, on essaie là, de minimiser le partage. On a même eu. Puis, en fait, ce que je veux encourager, ce qu'on encourage en général, c'est quand on écrit des protocoles de recherche, puis on va chercher une approbation éthique, de s'assurer qu'on a l'autorisation d'utiliser les données pour répondre à des questions qui ne sont pas nécessairement dans le protocole initial Oui. ou qu'on peut au minimum avoir le droit de contacter des patients, des participants par après pour leur demander le droit d'étendre l'étude. Parce qu'on a vu beaucoup de comités d'éthique carrément interdire aux chercheurs d'utiliser les données pour quelconque question qui n'était pas originellement planifiée dans l'étude où les données ont été enregistrées. Puis même carrément de dire, oh non, vous n'avez même pas le droit de demander aux participants d'étendre ça. Puis je trouve que ça va à l'encontre des intérêts des patients, en fait. Parce que le patient participant qui participe à la recherche clinique, euh, moi, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de participants comme ça, puis moi-même, j'ai participé comme participant dans des études cliniques, et puis c'est presque unanime. Ces gens-là, ils sont contents de soutenir le développement de la science et des sciences médicales. Fait que, tu sais, puis en général, en plus, quand c'est un patient qui a une condition médicale, il veut que la recherche avance le plus vite possible parce que Mhm. ça va mener à des meilleurs soins pour lui puis les autres personnes comme lui. Alors, tu sais, on encourage vraiment les chercheurs à écrire des protocoles, faire des demandes à l'éthique qui permettent ensuite de publier ces données-là. Puis on a vu, il y a au moins un cas où il y a un projet
qui a publié les données brutes venant d'Exoskin en ligne dans la banque de données PhysioBank, qui est un gros répertoire de données physiologiques qui est géré par une équipe au MIT. Donc il y a au moins ce petit dataset-là, Exoskin, qui est public. Mais en général, la plupart des données restent à l'intérieur du groupe de recherche ou restent de notre côté, puis on ne partage pas, évidemment, puisque la vie privée, c'est super important pour nous. C'est sûr. Parfait, merci beaucoup pour ça. Avec le temps qui file, je pense qu'on va terminer cela. Mais par exemple, je vous rappelle que la présentation à Pierre-Alexandre sera mise en ligne. Vous aurez accès, vous pourrez la partager. Les contacts sont là. Donc, Pierre-Alexandre, merci beaucoup pour votre temps. C'était super intéressant de voir le travail que vous et votre équipe vous faites. C'est vraiment l'avenir quand on parle de technologie, de monitoring de technologie. Donc, merci pour votre temps aujourd'hui avec nous. Pour les gens qui sont en ligne, on va avoir une autre présentation au mois de décembre. Gardez l'œil ouvert pour l'annonce de du prochain participant. Donc, merci à tous et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.